Salut tout le monde! Alors, la vidéo d'aujourd'hui pour définitivement conclure. Car je pensais avoir conclu, mais il m'est revenu des choses à approfondir sur la toxicité que peut parfois provoquer le comportement de certaines personnes qui vous sont chères. Notamment la famille, les amis, les gens qui vous sont autour en fait. Et la vidéo c'est un peu pour parler du fait que à quelle limite on peut dire que une personne est toxique ou pas pour vous en fait. C'est ça, c'est difficile. Surtout si vous êtes hypersensible, vous pouvez penser que vous prenez les choses trop à cœur, par exemple. Parce que dans les autistes Asperger, les hypersensibles, je pense que c'est la même chose. On les appellera aussi, il y en a qui disent le nom de zèbre pour les hauts potentiels émotionnels. Enfin, il y a plein de noms qui sont dits. Il y a eu aussi les indigos. On a parlé des indigos. Alors, si vous dites à quelqu'un qui est autiste diagnostiqué officiellement que c'est un indigo, je pense qu'il n'appréciera pas. Mais finalement, les traits de personnalité, ce sont exactement les mêmes, sauf que pour les enfants indigos, on parle pas de... on met les traits plus en valeur que pour l'autisme en fait, c'est ça l'histoire. Pour les enfants indigos, on va dire qu'ils sont très hypersensibles, qu'ils veulent toujours un monde meilleur, une justice meilleure, une société meilleure. Ils prennent tout en hyper, ils sont ultra sensibles, intuitifs, avec des idées futuristes, mais c'est lorsque vous écoutez le récit des traits qui sont listés pour les enfants indigos, c'est exactement pratiquement les mêmes traits que ceux de l'autisme Asperger. Et l'autre fois, j'écoutais Fabrice Midal, une interview de lui, et lui, il a été diagnostiqué il y a peu comme étant hypersensible, et donc il a aussi listé vite fait comme ça dans l'interview ce qui caractérisait lui, et en fait c'est pareil, c'est exactement les mêmes traits comme ça, quoi. Il y en a peut-être un peu moins de là, plus d'autres, enfin mais ça revient, c'est pareil quoi, par rapport à l'autisme Asperger. Et donc du coup, ça revenait souvent quand même dans tous les témoignages que j'avais pu écouter sur l'autisme Asperger, qu'on est souvent les proies faciles des pervers narcissiques et puis de tout ce qui est abus sexuel, abus, humiliation en général, abus psychologiques et abus en tout genre. Pourquoi? Parce que en fait, on est dans notre monde de bisounours, on a un peu tous comme un syndrome de Peter Pan, on n'a pas envie de grandir. Moi, je sais que personnellement, j'ai 39 ans, moi, j'ai pas 39 ans dans ma tête, alors je suis hyper mature parce que forcément, j'ai eu plein d'histoires qui m'ont fait vraiment acquérir, on va dire, une sorte de regard de la sagesse. Je ne sais pas si je peux parler comme ça parce que je suis encore jeune pour parler de sagesse, mais c'est clair que j'ai le cœur d'un enfant de 3-4 ans et l'esprit d'une dame de beaucoup plus âgée que 39 ans. À 39 ans, la majorité des gens, on n'est pas du tout... enfin, tout dépend de l'histoire de vie des gens. Voilà, c'est ça en fait. Si vous avez eu des gros trucs, des drames, des tragédies, forcément, vous acquérissez plus facilement... je ne sais pas quel mot employer, si c'est de la paix peut-être par rapport aux événements de la vie, on apprend à les gérer un peu plus facilement. Puis après on commence à se connaître aussi. J'écoutais tout au début dans mon autodiagnostic d'Asperger Julie Dachet qui était autiste Asperger et qui du coup s'est spécialisée dans la psychiatrie, et elle est devenue psychologue je crois, et elle s'est beaucoup intéressée, elle a fait surtout sa thèse sur l'autisme. D'ailleurs, elle a écrit un livre qui s'appelle Dans ma bulle, et elle raconte dedans les bâtons qu'on lui a mis parce que le fait qu'elle soit elle autiste, pour plaider sa cause pour la thèse qu'elle menait pour avoir son diplôme. Enfin bref, et donc elle c'est pareil, elle disait que elle se retrouvait toujours dans plein d'histoires. Par exemple avec les hommes, hein, bien entendu, souvent alors c'est pas les hommes, hein, c'est pas eux le problème. Le problème c'est cette réalité dans laquelle on est jusqu'à ce qu'on la brise, parce que moi maintenant ça ne m'arrivera plus.
j'ai plus du tout la même réalité maintenant que celle que j'ai eue d'avant. Mais j'étais dans une réalité, alors je vais vous raconter quelques anecdotes comme ça, et de se dire, mais comment on fait pour ça quand on n'est pas encore diagnostiqué autiste Asperger et qu'on commence sa vie, ben on se retrouve dans des situations alors apparemment c'est le truc de fait d'être autiste Asperger, on n'arrive pas à détecter, on va dire, les mauvaises intentions des personnes. Donc notamment des hommes, parce que c'est rarement des femmes mais ça peut être aussi des femmes, mais on va dire que souvent les abus sexuels, tout ça arrive quand même, sont souvent faits par des hommes, par exemple un homme qui va vous parler de je ne sais quoi, qui vous intéresse, et vous êtes intéressé par le sujet, et lui en fait il n'a qu'une idée, c'est de vous mettre dans son lit. C'est des thèmes que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, parce que comme tout le monde ne regarde pas forcément les vidéos, au moins comme ça revient un peu à chaque fois dans les vidéos, mais je le dis rapidement. Et donc Julie Daché, elle disait ça dans son livre, que elle avait dû, ou dans une interview, je ne sais plus si c'est dans le livre ou dans une interview, que jusqu'à ce qu'elle se soit faite avoir plusieurs fois à se retrouver, par exemple, ça c'est le cas mais c'est le cas de beaucoup de femmes, qu'on se retrouve dans une situation et qu'en fait on offre son corps, parce qu'on a peur de la situation dans laquelle on s'est retrouvé, parce qu'on se rend compte que finalement, dans ce coup, l'homme avec qui on est, il a des désirs, des pulsions, des besoins, et que nous, on n'est pas du tout dans le délire-là, et dans ce délire-là, et du coup, on a peur déjà, parce qu'on se rend compte qu'on s'est mis dans une situation que cette personne qui paraissait au premier abord charmante, alors on va dire, ça serait le bon mot, charmante, parce que c'est ça en fait, finalement ces hommes-là vous charment par une attitude, oui, en fait à ce moment-là, c'est un dédoublement de personnalité, parce que vraiment moi je suis arrivée au point maintenant que je vois plus du tout le mal en personne, en personne, c'est rigolo de dire ça parce que ça fait vraiment révélation, le mal en personne, c'est comme si le mal s'humaniser, non, je voulais dire le mal dans personne en fait, dans aucune des personnes sur Terre. Même le pire des personnes, je vois derrière ce pire atrocité qu'ils puissent faire, un cœur rempli d'amour et de lumière. Je suis désolée pour toutes les personnes qui ont vécu des choses atroces ou qui ont perdu un enfant, par exemple, qui aurait été, je ne sais pas moi, violé et tué par un pédophile serial killer, ce qui n'arrive quand même pas toutes les 3 minutes. Je rigole, mais c'est pas marrant, hein, mais excusez-moi de rire pour ça, mais c'est-à-dire que... excusez-moi, j'ai le sourire facile là, parce que c'est tellement la folie de tout que en fait, moi je suis arrivée à un point avec la méditation encore qui m'a permis ça. J'ai appris le pardon, et du coup depuis j'arrive plus à voir le mal même dans le pire des choses. Donc c'est ce que je disais juste à l'instant, excusez-moi si je me suis mise à rire un petit peu, c'était peut-être un rire un peu c'est le rire de la folie, quoi, parce que quand il y a des actes horribles qui sont faits, que nous reste-t-il à part le pardon et envoyer de la lumière à ça? Que si en plus de l'acte horrible, on doit encore derrière ça mettre une émotion de haine et de vengeance et de faute et de tout ça. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, quand ils font des actes horribles, c'est qu'ils sont malades. Ils ont perdu la conscience, ils n'arrivent plus à être là où la bienveillance et le respect devraient être en fait. Donc les gens perdent la face en fait, hein, tout simplement. Il y a un dédoublement de personnalité, et puis il y a ce que je disais juste avant, ces hommes qui nous montrent finalement, c'est pas qu'ils nous montrent leur plus belle facette, mais à ce moment-là, ils sont, je sais pas si déjà, ils ont déjà dans la tête le truc de l'idée un peu comme ça de se dire, tiens, cette fille-là, je vais faire ça avec elle, ou ceci, cela. Peut-être, et peut-être qu'il y en a d'autres aussi que non, ils ont vraiment rien
dans la tête jusqu'à ce que d'un seul coup il y a un truc qui se réveille en eux et là c'est à ce moment là que vous vous êtes mis dans la situation que bon bah en gros vous offrez votre corps parce que vous comprenez que dans tous les cas bah, vous allez y passer, donc plutôt que de faire le forcing et que ça finisse en viol pas cool, genre avec de la violence et tout ça, bah vous faites genre style que limite que vous avez envie de faire l'amour quoi, limite hein, c'est histoire que l'autre il nous foute pas un coup et qu'on se retrouve pas dans une situation encore pire. Mais ça c'est vraiment ça n'arrive pas. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans une situation comme ça, c'est parce que nous on a ça dans la tête, on a tellement reçu cette éducation, on a tellement vu de trucs à la télé du viol avec la violence, qu'on imagine que ça y est, on est dans une situation comme ça, donc on va finir trucidé et enterré et coupé à la tête le truc. Alors qu'en fait non, si vous dites à la personne excuse-moi, je suis désolée, mais là on s'est mal compris, tout simplement en fait. Excuse-moi, je me suis retrouvée chez toi là, on est en train de boire un thé et toi t'as pas les mêmes intentions que moi. Moi ce que je voulais c'était goûter ta tisane avec tes plantes miraculeuses de ton jardin et j'avais aucune autre intention que de goûter la plante miraculeuse que tu as fait pousser et pas du tout me finir dans ton lit. Donc en fait il suffit de le dire et il y a très peu d'hommes quand même qui vont passer la limite de vraiment violer parce qu'ils ne peuvent pas se contrôler. Alors il y a des hommes qui violent, bien sûr, il y en a plein qui violent, mais ce que je veux dire c'est que dans la plupart des viols que nous subissons, les autistes et plein de femmes, les femmes par leur mari, combien il y en a qui, le mari rentre de travail, je suis fatiguée, j'ai envie d'une petite gâterie, allez fais-moi une petite gâterie, et la femme, je suis désolée, j'ai pas le courage, je suis fatiguée de ma journée de travail, et le mari qui lui dit comme ça, oh mais t'es bonne à rien, enfin pas t'es bonne à rien, mais tu sers à quoi, j'ai pas l'impression que t'es ma femme, ou enfin qui met une pression par rapport au devoir matrimonial, et que la femme du coup elle se sente d'un seul coup sous pression quoi, et qu'elle a peur de perdre son mari parce qu'il va aller voir ailleurs, ou parce que c'est une mauvaise femme et qu'elle ne le satisfait pas dans ses besoins sexuels. Enfin je suis désolée, si vous avez mal à la tête et que vous êtes, mais même que vous n'avez pas mal à la tête, si vous êtes fatigué et que vous n'avez juste tout simplement pas envie de faire de l'amour, si votre mari vous met la pression et que vous croyez qu'il va aller voir ailleurs, mais c'est que vous n'avez rien à faire avec ce mec là ou avec votre mari. Si vous estimez que parce que vous ne vous donnez pas suffisamment, votre mari va aller voir ailleurs, bah limite laissez-le aller voir ailleurs. Alors, mais vous ne pouvez pas ne pas écouter vos propres besoins et vous laisser vous pénétrer par quelqu'un, même si c'est votre mari, et avoir ce sentiment de je donne mon corps parce que je suis sa femme et sinon si je ne le fais pas il va se passer ça. Donc déjà il y a pression de par le mari qui a dit mais tu sais à quoi, qui fait penser à la femme qu'elle est inutile. Il y a une pression psychologique et le viol en fait, donc tout ça je l'ai décrit dans le livre que j'ai écrit là qui s'appelle Encore un jour et c'est demain, sur ma chaîne dans la playlist spéciale du livre qui s'appelle Encore un jour et c'est demain. Et c'est une pression psychologique et le viol selon l'article, alors j'ai pas retenu le numéro de l'article, mais de toute façon vous tapez viol article décret machin, vous allez avoir le texte, je l'ai mis dans le livre, il est bien le texte de la loi comme ça c'est toute pénétration par un sexe ou par un objet sans consentement de la victime ou par pression psychologique. Il y a bien le ou par pression psychologique. Et bien sûr, ou par pression psychologique, on entend en fait et ou consentement ou sans consentement. Bien entendu, quand il y a une pression psychologique, il n'y a pas de consentement. C'est logique. Donc eux, ils le mettent ou, mais c'est les deux. Donc on dira pression psychologique et sans consentement. Bien entendu, parce que la femme qui offre à son mari ce plaisir à la suite de son travail à lui, à sa journée de travail, mais elle aussi elle a travaillé la journée et elle aussi elle a ce besoin et elle, son besoin c'est de regarder la télé et d'être tranquille avec une petite tisane et pas de devoir écarter les jambes et vas-y. Donc là, mais forcément le problème c'est que si la femme
fait semblant que du coup elle a envie pour pas perdre son mari, qu'elle dit ah bah oui c'est vrai, excuse-moi, je suis bête, pourquoi j'ai dit que je suis fatiguée, mais non je suis pas du tout fatiguée, bien sûr j'ai envie de toi, allez, et qu'elle écarte les jambes et qu'elle fait semblant, comme je l'ai fait toute ma vie, hein, parce que comme j'ai tellement été abusée de tous les côtés, bien entendu j'avais des problèmes sexuels, et ça c'est le cas de plein de femmes, faut pas me la faire, que dans tous les mariages, il y a beaucoup de femmes qui se forcent à faire l'amour parce que le besoin sexuel de l'homme, il est beaucoup plus grand que celui de la femme, et du coup, bon, ça arrive que la femme, elle se force, et donc nous sommes des grandes simulatrices professionnelles, alors forcément, alors après, il est là le problème, l'homme met la pression, la femme, sans consentement, donne son consentement, c'est le paradoxe du truc, simule qu'elle veut, parce que c'est clair que si elle se met comme ça, puis qu'elle écarte les jambes, et puis qu'elle regarde le truc, et qu'elle fait ça avec sa montre en se disant ça va durer combien de temps, alors c'est clair que le mari va tout de suite voir qu'elle n'a pas envie et qu'elle se force. Donc les maris, c'est pas des violeurs non plus, hein, ça c'est clair, ils ont peut-être parce que violer, violeur, ça va ensemble. Il y a ce truc à répéter comme ça dans l'histoire karmique de notre civilisation, il y a eu trop de viols pendant les guerres, il y a eu trop de massacres, de trucs, donc du coup on le porte en nous, le gène violeur, donc en fait, de toute façon vous pouvez être sûr que la femme qui se laisse abuser par son mari parce qu'elle croit qu'elle est mauvaise femme, le mari, dans ses ancêtres aussi, il y a eu ça. Donc en fait, on est magnétique en fait. Le mari, il a aussi certainement peut-être été abusé quand il était petit, ou il a quelqu'un dans sa famille qui l'a été. Enfin, il y a du viol de tous les côtés dans les relations, je veux dire, de l'abus sexuel. Si la femme se donne comme ça parce qu'elle n'a pas assez de respect pour elle-même et d'auto-estime, c'est parce qu'elle a subi des abus avant ça déjà. C'est la suite. Donc elle peut être que autiste Asperger et ne jamais avoir subi d'abus avant, et que du coup, dans tous les cas, même si elle n'en a jamais subi avant, elle est en train de les subir là dans son présent avec son mari, en s'offrant à lui, parce que j'imagine qu'il y a des femmes autistes Asperger qui n'ont pas eu des vies comme moi aussi chaotiques, à se faire abuser 50 000 fois comme ça parce qu'elles boivent et qu'elles font n'importe quoi, et du coup elles perdent la conscience et qu'elles ne sont pas en capacité de jeter quelqu'un et de lui dire mais arrête, qu'est-ce que tu fais, et qu'elles se marient et qu'elles font des enfants, mais du coup comme c'était dans leur truc de le fait d'être Asperger, d'être une proie facile pour tout ce qui est pervers narcissique, viol et tout ça, du coup elles sont une proie facile. Mais tout ça, c'est inconscient, c'est-à-dire que quand elles se marient, elles aiment leur mari, le mari, il aime la femme, tout ça, mais c'est juste qu'après 3, 4, 5 ans, la plupart des couples, il n'y a plus de désir sexuel, mais le mec, lui, le mari, il a toujours le besoin, parce qu'il y a des testicules qui se remplissent, et en plus, on leur fait croire qu'il faut qu'il est vide, donc forcément, ils ont une femme, et elle est faite pour ça, la femme aussi, parce que s'il a la femme et qu'il ne peut pas vider ses parties avec elle, avec qui il va le faire, c'est ça les problèmes, donc du coup, c'est pour ça que les femmes le font. Donc du coup, elle est où la limite à partir de quand une personne est toxique? Parce que du coup, si vous êtes avec votre mari, que vous soi-disant vous l'aimez, et que soi-disant il vous aime, et que vous vous forcez à faire l'amour, si le mari n'est pas toxique pour vous, je ne sais pas ce que c'est alors, parce que on parle d'une des pires choses sur Terre, la représentation symbolique de faire l'acte de l'amour. L'amour, si derrière cet acte symbolique, on a une pression psychologique et un sentiment que l'autre je t'autorise à que tu te vides en moi. Bon, on peut le faire peut-être au début, quand on aime très très fort, mais au début quand on aime très très fort, on a envie de faire l'amour. Donc il n'y a même pas ce sentiment de tiens, je m'offre et je te permets que tu puisses subvenir à ton besoin, et moi par contre le mien, je ne vais pas l'écouter, hein. Moi j'ai juste envie de regarder la télé, mais je ne l'écoute pas par contre. Donc bon, et alors, donc ça c'est une chose. Et puis après il y a bon, par exemple, j'ai repensé à quand j'étais en psychiatrie, à une femme qui avait fait une tentative de suicide, et puis moi je prenais pas les cachets, donc en fait j'ai investigué un peu ce qui se passait, parce que du coup j'étais bien alerte, hein, parce que je prenais pas la dose de cachets qu'il me donnait, il me donnait 24 cachets par jour, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je répète un peu, mais c'est pas grave. Et donc j'avais l'esprit alerte, et j'en ai profité parce que c'était horrible, hein, finalement, tout simplement d'être
consciente et d'être dans un hôpital psychiatrique parce que normalement vous êtes défoncé sous les cages et donc vous captez pas ce qui se passe en fait. Mais moi je captais tout en fait, donc j'ai pu voir qu'il y avait des gens qui étaient là et qui, c'est clair et net, qui n'avaient pas leur place là, ça c'est clair et net, tout comme moi d'ailleurs. De toute façon je pense qu'il n'y a personne qui a sa place en psychiatrie. Même je vis aujourd'hui un article sur ce monsieur là qui s'est échappé et qui avait tué quelqu'un parce qu'en fait il a un syndrome à cause de la guerre qu'il a fait, je ne sais plus quel pays, la guerre d'Algérie, je ne sais pas trop quoi, et du coup le monsieur il est traumatisé quoi en fait, et du coup une fois là, il a pris un homme pour, il s'est cru dans la guerre en fait, et il l'a torturé, et il lui a arraché la tête je crois, et coupé le cœur, et il a mangé le truc, et donc, vous avez dû voir ça dans les journaux, il est sorti de l'hôpital psychiatrique, il a réussi à s'échapper, il allait faire ça avec une femme, une vieille dame, et finalement la dame elle a été sauvée, et lui on l'a remis en psychiatrie parce qu'il n'est pas capable de comparaître en justice pour même se défendre, parce qu'elle est complètement, il est schizo total quoi, même là quoi, je veux dire il a sa place en psychiatrie, je sais pas où est-ce qu'il a sa place ce monsieur là, mais je pense que j'aurais envie de dire que c'est terrible ce que je veux dire, mais c'est quoi, faut mieux quoi, mettre en psychiatrie, ou c'est pas condamné à la mort, mais c'est-à-dire que c'est quoi alors, non, mais ces gens-là, il est malade, et pourquoi il est malade? Parce qu'on lui a fait faire la guerre, et imaginez, si après il a un syndrome de stress post-traumatique, ça m'est revenu maintenant. D'ailleurs, ce que beaucoup de victimes de viol développent, c'est pareil, c'est dans le livre, j'ai écrit, au niveau de la dissociation, parce que quand vous vous faites abuser, vous développez la plupart du temps des syndromes post-traumatiques. Donc après, tout le monde ne devient pas schizophrène à couper des têtes et manger le cœur. Mais ce que je veux dire, c'est que, imaginez s'il fait ça après la guerre, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là pendant la guerre? Qu'est-ce qu'on leur a fait faire? On vient de ça, nos grands-pères et nos grands-mères, ils ont fait la guerre, quoi. Ils y étaient en Algérie. Qu'est-ce qu'ils y ont fait? Et après ça, ils ont fait des enfants, et ça s'est fait d'autres enfants. Et nous, on vient de tout ça. Donc forcément, qu'on a des tendances et des troubles, des tendances schizo-psycho, c'est complètement normal. Après, c'est pareil, il y a des degrés dans la schizophrénie. On n'est pas tous là. On a peut-être des envies meurtrières des fois, parce que les gens nous énervent, les gens nous provoquent. Alors forcément que si on ne se soigne pas de notre trouble mental, alors ma mère, elle m'a passé un truc là, d'une interview de Emmanuel Carrère, il s'appelle, et lui apparemment, le yoga, la méditation, alors il ne parle pas de la méditation, il parle du yoga, et il dit que ça ne l'a pas soigné. Non, parce que le yoga, ça ne soigne pas la schizophrénie, ni même la bipolarité, ça n'a jamais été connu quoi. Dans tous les maîtres spirituels et dans tous les chercheurs en neurosciences, il n'y en a aucun qui va dire que le yoga, il est là pour soigner la bipolarité, la schizophrénie, les troubles mentaux, même le cancer. Il n'y a personne qui parle de ça. Par contre, il parle de la méditation. Donc lui, il dit quelque chose qui n'en a pas soigné, bien entendu, puisque ça ne soigne pas ça. Et donc, du coup, pas qu'il prenne pour le lithium, mais en fait, en gros, à 60 ans, il a été diagnostiqué bipolaire, et toute sa vie, il a été dépressif, et forcément, il n'a pas médité. Forcément, si tu es bipolaire et que tu ne médites pas, tu restes bipolaire, hein, ça c'est clair et net. Et lui, s'il est satisfait de son diagnostic de bipolaire à 60 ans, et de prendre du lithium, et de penser que c'est naturel, et que cette substance-là, naturellement, elle le guérit, parce qu'elle ne guérit rien du tout, cette substance-là. C'est ça le truc, c'est que le lithium qu'il est en train de prendre, elle lui régule ses émotions. Voilà, c'est juste ça que ça fait le lithium, ça régule les émotions, ça évite de péter des câbles en fait, c'est juste ça. Mais la souche du pourquoi de la souffrance, parce que la bipolarité, c'est peut-être une dérégulation, bien entendu, mais en grande partie, c'est lié aussi à l'environnement. Et ça, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, que si vous changez votre environnement, vous optez à, je dirais, minimum 70% à votre guérison. C'est-à-dire que c'est un environnement, la bipolarité, qui est autour de vous, qui vous est toxique la plupart du temps, et que vous êtes hypersensible. En fait, les gens bipolaires, ils sont hypersensibles. De toute façon, les bipolaires, les schizophrènes, les autistes. Moi, j'ai eu tout, hein, les trucs. L'autisme d'Asperger, c'est le seul truc qui n'a pas été marqué sur papier.
officiellement, parce que jusqu'à présent on m'a mis tous les autres trucs sur papier officiellement lors de mes internements, lors de mes rendez-vous avec des psychiatres, donc j'étais officiellement cette fille-là, elle est comme ça, mais après j'ai pas encore eu le diagnostic officiel de Asperger, et sincèrement je sais pas si je vais l'avoir, parce que je vois pas trop l'intérêt d'avoir quelque chose quand on est persuadé de l'être et qu'on sait qu'on l'est et que je le suis, c'est même sans aucun doute. Mais le truc, c'est pas la question d'être autiste Asperger ou pas. La question, c'est que on se soigne de tout ça. On s'en soigne. Parce que le problème de l'autisme Asperger, on dit qu'on s'en soigne pas parce que c'est une différence cognitive, c'est pas une pathologie. Donc on est condamné à être autiste Asperger toute sa vie. Bah non, on est condamné toute notre vie à avoir un système cognitif différent, ça oui, ok, à savoir un hémisphère droit plus sollicité, à savoir créativité, émotion, sensibilité, et donc du coup on est souvent des gens qui aiment écrire, artistes, peintres, chanteurs, enfin n'importe quoi, jardiniers, enfin n'importe quoi, tout ce qui touche à la création. Voilà, et donc du coup après si vous avez ça et que vous ne vous êtes pas encore diagnostiqué en tant qu'Asperger et que vous n'utilisez pas, donc déjà c'est un potentiel que vous avez de création, mais c'est aussi votre guérison, votre thérapie. Si vous ne l'utilisez pas, forcément vous développez des troubles mentaux parce que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous devriez faire. Savoir peindre, écrire, couper des belles branches pour faire un beau jardin, n'importe quoi, tout, de la cuisine, n'importe quoi qui vous passionne et dans lequel vous mettez votre amour, et de l'art, de la création, l'art de créer quelque chose. L'art même de transformer les choses, de quelque chose qui est moche, et vous dites, tiens, ça je vais le retaper et ça devient beau, ça aussi c'est de la création. Et tout ça pendant cet instant où vous créez, vous êtes focalisé dans l'instant présent, votre attention est là, et c'est une thérapie, ça participe, mais il n'y a pas que ça bien entendu, mais ça aide, c'est-à-dire que si vous êtes bipolaire, hypersensible, schizophrène et que vous ne faites pas tout ça de la création de vos mains, votre cœur, parce que du coup quand vous êtes créatif, vous canalisez, c'est-à-dire que vous êtes comme un instrument du divin au service de la terre, parce que qu'est-ce que serait cette civilisation, cette humanité sans l'art? Bien entendu, qu'est-ce que nous serions si nous n'avions pas des peintres, des écrivains, des artistes musiciens, des artistes du cirque, de tous les artistes en général, les cuisiniers de grands chefs pour nous faire goûter des merveilleux plats, pour faire pétiller nos pupilles gustatives. Qu'est-ce que serait la vie? Même l'humanité, même je pourrais en pleurer maintenant. Parce que je suis une artiste, mais nous le sommes tous en fait des artistes, c'est ça les choses. C'est ça, c'est pour ça que cette société va mal, parce que nous sommes tous des artistes. Il n'y a personne sur cette terre qui n'est pas un artiste. C'est quoi un artiste? Un artiste, c'est quelqu'un qui fait quelque chose avec amour, tout simplement, c'est ça un artiste. Donc à partir du moment où vous faites les choses avec amour, vous êtes l'artiste de votre vie déjà. Le problème, c'est que la plupart des gens, on n'a pas le temps. Quand on travaille comme ça tout le temps pour gagner notre salaire et payer notre maison à crédit, et donner à manger à nos enfants et payer ceci, la cantine et tous les trucs, on court dans la vie. On court et on n'a pas le temps pour nous d'aller faire ce qu'on aime vraiment. Et quand on a le temps, c'est très court. Donc si on a un niveau d'adaptation à cette société qui est bas, on va forcément développer des troubles mentaux, plus si en plus dans la famille c'est un terrain héréditaire, parce que du coup de là je ferai une vidéo spéciale sur l'épigénétique, ça s'appelle, c'est-à-dire changement d'environnement, d'environnement, c'est-à-dire changement de paradigme, changement de réalité, et c'est-à-dire changement d'émotion, changement de personnalité et changement de réalité et nouvelle vie. Le début de la vidéo, je parlais de elle est où la limite pour voir une personne si elle est toxique, parce que c'est ça le problème, c'est que si vous êtes dans un entourage toxique pour vous, vous avez vraiment de grosses probabilités de ne pas être heureux déjà, premièrement, et de développer des troubles, c'est ce que je disais, des troubles mentaux.
Alors, cette dame à l'hôpital là qui avait fait son tentative de suicide, comme moi j'avais pas pris le médicament et que je pouvais interviewer, en fait, j'ai demandé aux gens pourquoi elles étaient là. Alors forcément, ils m'ont pas dit tout de suite comme ça, hein, parce que imaginez d'un seul coup comment ça se fait que tu es à l'hôpital psychiatrique, parce qu'on ne parle pas de tout ça. Normalement, on est tous shootés et il n'y a personne qui demande ça. Mais comme moi je prenais pas les médicaments, du coup j'ai interviewé un peu les trucs. Et il y a certaines personnes qui me répondaient relativement rapidement. Et puis il y en a quand même, il a fallu au moins, je sais pas, je dirais 3, 4, 5, 6 jours, un terrain de confiance, qu'ils me connaissent plus, avant qu'ils se confient. J'ai eu de tout, hein. Alors, il y avait entre la femme qui avait noyé son bébé, alors une histoire de viol, parce qu'elle avait été violée par son mari, encore une fois, et qui du coup, à chaque fois qu'elle voyait le bébé venait du viol, c'était un bébé qui était né d'un viol, le viol, et le bébé était né de ça. Et à chaque fois qu'elle voyait le bébé, elle repensait au viol et du coup elle a voulu tuer le bébé, elle l'a mis dans l'eau, elle a voulu le noyer. Grâce à Dieu, il n'est pas mort. Elle n'est pas mort, par contre elle a été internée. Il y avait cette autre dame aussi, encore en relation avec un viol, qui avait, elle, été abusée par le violé, hein, abusée, parce que quand on dit abuser, ça minimise le truc, alors qu'abuser, c'est exactement pareil que violer. Enfin après, forcément, quand on parle de violer, il y a pénétration, et l'abus, il n'y a peut-être pas pénétration. Donc c'est pour ça qu'on abuse, mais elle avait été violée par le boulanger de son village, donc elle était petite, bien entendu, et elle l'avait dit à sa maman, peut-être certainement à son père aussi. Et en fait, sa mère n'avait pas voulu écouter le truc parce que comme c'était le boulanger du village, elle ne voulait pas de problème. Et donc du coup, elle portait en elle déjà le rejet du soutien familial, parce que c'est horrible de dire à sa mère, à son père, enfin quelqu'un de confiance, j'ai été violée, déjà le fait de le dire, c'est pas facile. En plus quand on le dit et qu'en plus l'autre minimise le truc et limite, oui bon voilà. Donc du coup elle portait le poids de sa famille qui ne l'a pas soutenue. Et le truc c'est que le boulanger, après il a fait ça sur d'autres enfants. Donc du coup, elle portait le poids de la culpabilité que le boulanger avait continué son machiavélisme sur d'autres enfants. Donc du coup, parce qu'elle a fait sa tentative de suicide, et avant qu'elle me dise qu'elle a fait sa tentative de suicide, je lui demandais est-ce qu'elle avait une famille, elle avait son mari, 3 enfants, et puis en parlant comme ça, elle me dit qu'elle a fait une tentative de suicide, mais je lui dis mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait une tentative de suicide? Vous avez votre mari, vous êtes vos 3 enfants, vous les aimez pas vos enfants, vous n'aimez pas votre mari, et en fait, direct, je lui dis comme ça, mais vous avez eu un viol ou quelque chose dans votre enfance? Et en fait, c'était ça le truc. C'était ça qui était incroyable. Parce que la plupart des gens, de tout, mais c'est parce que j'ai quand même rencontré vraiment beaucoup de gens, mais aussi bien dans les hommes que dans les femmes. Des viols, il y en a de tous les côtés. Et quand on ne parle pas de viol aussi, c'est de l'abus sexuel. Et quand on ne parle pas de l'abus sexuel, il y a de l'abus psychologique de tous les côtés. Humiliation, écrasement, et puis le pire, l'abus sexuel, et après le viol. C'est vraiment le viol, c'est le summum, surtout quand c'est encore pire, quand c'est dans des trucs proches de la famille. Donc du coup, et voilà, elle avait eu ça, et forcément, elle n'a pas tenu le coup, malgré qu'elle avait les enfants, le mari et tout ça. Et puis du coup, en repensant à ça, j'en suis repensée à une histoire qui m'était arrivée encore, qui n'est pas dans le livre, par contre celle-là, donc ceux qui écoutent la vidéo, je ne sais pas si c'est une chance ou pas d'écouter cette histoire-là, mais enfin bon, moi je sors toujours dans la lumière, hein, parce que c'est mon but, j'ai envie d'être heureuse, et j'ai pas envie de garder des parts d'obscurité en moi, avec des trucs qui vont rester en moi comme des secrets pour l'éternité. Tout ça, ça part à la lumière, et comme ça se libère de moi, quoi. Ça me guérit de tout. Et puis les autres qui me parlaient dire, moi, en parlant moi, j'ai guéri les autres. Et donc du coup, j'étais à Saint-Martin dans les Caraïbes, ça faisait, donc ça c'était après l'histoire de, c'est pareil, je raconte ça dans le livre, mais c'est après l'histoire de quand j'étais institutrice en Guyane française. Donc c'était en 2008-2009, je suis partie après au Brésil, et après je suis partie dans les Caraïbes, et j'ai vécu là-bas 2 ans et demi. Donc au total, je ne suis pas rentrée pendant presque 5 ans en Europe. Et donc là, sans le savoir, je faisais ce qu'appelle Bruce Lipton l'épigénétique, c'est-à-dire changement d'environnement pour changer de vie. Mais bon, malgré que j'étais loin de l'environnement dans lequel j'étais en France, mes histoires de viol se répétaient, hein. Alors là quand même, parce qu'en Guyane française, j'ai eu 2, 3, comme ça, ils me reviennent comme ça, une histoire j'ai mis au tribunal, et c'est dans le livre, et un autre qui n'est pas, je ne l'ai pas mis dans le livre, celui-là, mais pareil, qui m'a abusé, parce que là-bas, ils ont la polygamie,
C'est très compliqué de faire comprendre à un homme que vous ne voulez pas, surtout si vous êtes autiste Asperger et que vous ne le savez pas et que du coup vous avez du mal à comprendre les intentions. À des hommes, vous vous retrouvez dans des situations que à ce moment-là, de toute façon on ne vous donne pas trop le choix. Hein. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, moi, je m'étais même pas dit je vais m'offrir, enfin peut-être que je me suis dit ça, je sais plus trop, mais c'était voilà, on se retrouve dans des situations que voilà, on se retrouve une fois de plus violé, je ne vais pas dire abusé parce que c'est violer, le terme, hein, pénétration sans consentement par la victime. Et donc mes parents me rendent visite. Mes parents me rendent visite à Saint-Martin dans les Caraïbes, où ça faisait 2 ans et demi que j'habitais là-bas à Saint-Martin dans les Caraïbes, et j'étais là-bas, je suis devenue chanteuse et je travaillais là-bas. Et donc ils me rendent visite, ça faisait 3 ans qu'elle ne m'avait pas vue, plus de 3 ans. Et donc c'était la fin de mon voyage. Et puis nous allons à la plage, et il y a alors ça m'embête de dire ça, que c'est un monsieur qui est noir. Parce que, après, surtout ce que je viens de vous dire par rapport à la Guyane française, on va mettre ça sur la culture noire. Moi, mon sang, elle est noire. Hein. Je suis fière d'être noire et je me sens plus africaine que française. Je suis fière de sang noir et je suis fière de l'Africain. Je suis fière dans l'humanité. Je suis fière de ce peuple-là, mais malgré que j'aime ce peuple et que je suis fière de ce peuple-là, c'est une culture, et ce n'est pas que la culture africaine, la culture caraïbéenne, c'est pareil parce que Saint-Martin dans les Caraïbes, c'est une culture noire caraïbéenne. Il y a beaucoup d'abus sexuels. Alors là, ça c'est vraiment, c'est vraiment très très fort dans ces cultures-là. Et donc, nous allons à la plage avec mes parents et il y a donc un homme qui fait des massages et qui est noir de peau et de culture, et de peau, enfin, comment dire, je ne sais pas sa religion, je ne sais pas si, mais en tout cas, c'est embêtant de parler comme ça, elle est noire, elle est blanche, enfin bon, c'est une triste réalité, mais tous les hommes noirs ne sont pas comme ça, bien entendu, hein. Il y a des hommes noirs qui sont très très bien, et de toute façon, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient noirs, et qu'il ne respecte pas la femme, lui, ce monsieur qui était là, parce que des hommes blancs qui doivent faire pareil, donc on va complètement oublier qu'il était noir, mais bon, c'était pour dire de tropicaliser le sujet, on va dire, mais ça n'a rien à voir qu'il soit noir ou pas. Ouais, c'est n'importe quoi en fait. Comme quoi on se fait vraiment des fois, on parle, mais c'est ça, parce que je parlais juste avant de la culture guyanaise qui est très 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 incestueuse, aussi beaucoup d'inceste avec les enfants, les mamans, beaucoup, j'ai vu beaucoup de mamans faire des trucs bizarres avec les enfants. Alors, les hommes, tout, enfin, c'est dans le livre aussi ça que j'ai écrit là, avec un qui montrait de la pornographie avec son enfant de 7 ans, enfin bref. Donc c'est très très court, mais c'est pareil, c'est pas tous. Donc voilà, enfin bref, et donc on va à la plage avec mes parents, et puis il y a ce monsieur là qui fait des massages, et qui a personne, il n'a pas de clients, et donc c'est dans une cabane super bien, enfin je veux dire le truc de plage avec les draps là comme ça, et tout, le truc très luxueux, machin, en bord de mer caribéenne, turquoise, enfin tout le luxe quoi, et il me propose un massage gratuitement, parce qu'il me dit, comme ça tu vas attirer les clients, ils vont voir que tu te fais masser, et tu vas m'attirer la clientèle. Donc, qui dirait non à un massage, quoi? Je veux dire, offert, j'y vais, quoi. Et en fait, il a à peine commencé par masser mes pieds, me mollets, les vitres remontées, et il m'a mis un doigt. Voilà, le petit doigt magique, c'est génial. Donc, à ce moment-là, j'avais pas encore, moi, fait de crise dans ma vie. Les crises que j'ai eues là, que je cassais tout et que j'avais la haine du monstre de Hulk, comme ça que genre faut pas m'embêter. Donc j'avais un Gilles de la Tourette qui se déclenchait parce que j'avais l'ego là qui était tellement titillé parce qu'on m'a tellement manqué de respect par rapport à tous ces abus que j'ai eus que du coup forcément il y a eu un moment où tout ça s'est remonté. Et après, il fallait plus me provoquer. Hein. Je partais au quart de tour, et puis alors là, je devenais un monstre. Et ces crises-là, elles ont commencé en 2015, quand j'étais à Ibiza. Et avant ça, j'ai
pas eu de crise comme ça. Je me souviens pas avoir fait des crises comme ça. Donc oui, j'ai eu celle de 2003, mais là, j'étais droguée, anorexique. Enfin, donc c'était une crise existentielle plus qu'une crise comme ça. Mais je me souviens pas avoir fait de crise comme ça. Et donc du coup, j'avais eu une crise en 2003 qui m'avait mis en internement, mais j'avais pas de raison de penser que... Oui, je croyais ce qu'on m'avait dit, certainement que je devais avoir des problèmes de... Enfin, j'avais vu que j'étais dépressive, tout ça, mais la bipolarité, tout ça, j'y croyais pas encore, malgré qu'on me l'avait dit. Vu que j'étais déjà partie en voyage et tout, bah, finalement, j'étais mieux. J'avais toujours des histoires de viol qui revenaient, mais j'étais plus trop dépressive, en fait. J'ai eu un gros boom dans ma vie en 2003, et après ça... Bah, j'ai plus eu... la bipolarité, elle est revenue à moi, en fait, à partir de 2015, parce que je me souviens toutes les tragédies que j'ai pu avoir entre mon frère qui a voulu me tuer quand il a pété un câble, on avait pris des drogues, enfin, bien sûr, à chaque fois je vais le préciser, mon frère était quelqu'un de très bien, malgré le fait qu'il a fait ça et qu'il a pété un câble, tout simplement. Voilà, c'est pas pour autant que c'était pas quelqu'un de bien, et derrière ce pétage de câble, pareil, qu'un cœur plein d'amour et de lumière, et c'était quelqu'un de très bien. Mais il a pété un câble, c'est ça le problème, c'est qu'on est des gens bien jusqu'à ce qu'on pète un câble, en fait, c'est ça le problème, et ça dépend comment on le pète le câble, sur qui et à quelle intensité. Et donc du coup, quand le monsieur là m'a mis le doigt, bah, j'avais eu déjà des abus, bien sûr, dans ma vie. Je pense que je devais en être à ce moment-là, je dirais, à mon 15e abus sexuel à peu près, parce que déjà avant ça, j'avais bu plein de fois, je m'étais fait abuser déjà plein de fois comme ça dans des situations, que ce soit festival, en discothèque, n'importe quoi, je me faisais abuser à chaque fois, quoi. Donc j'avais déjà bien subi des abus, c'est viol et abus, hein. Quand je dis abus, ça peut être des personnes qui m'ont touché sans forcément me violer, et puis après c'est carrément des hommes qui m'ont carrément violé en me pénétrant et en me foutant dedans, hein, pour être clair et net avec le terme, sans préservatif. Donc voilà, c'est très charmant. Merci de votre gentlemanité. C'est très sympathique, toujours très sympathique et agréable, hein. Donc à ce moment-là, le monsieur qui me fait ça, heureusement, j'ai quand même réussi à réagir. Et je lui ai demandé gentiment, je lui ai demandé gentiment, c'est ça le truc, c'est que je lui ai demandé qu'il retire son doigt, tout simplement. Et j'ai gardé mon calme, mais parce que là, à ce moment-là, j'avais pas encore fait de crise dans ma vie, tout ça. Par contre, s'il avait fait ça à partir de 2015, là où quand j'avais mon Hulk qui sortait, là, je lui défonçais sa cabane, là, je crois que j'ameutais toute l'île, les pompiers, tout, venaient, le flic, là je faisais exclandre total, hein, attention, là c'était pas possible. Mais à ce moment-là, par contre, non, j'ai pas fait ça, et puis bah c'est tout, je suis partie, et puis je suis arrivée voir mes parents, puis je leur ai dit ça, je leur ai dit, c'est incroyable, vous devinerez jamais ce qui vient de se passer, donc bah ils sont là, bah non, qu'est-ce qui s'est passé? Bah le mec là, il m'a mis un doigt, quoi. Voilà, alors là, elle est où la limite de la toxicité au niveau de la famille? Parce que quand vous dites ça, donc à des gens que vous aimez, qui sont censés vous protéger, déjà tout dépend de l'énergie que vous ressentez. Parce qu'en fait, s'ils ont peur de l'homme, par exemple, donc c'est ce qui s'est passé, c'est que mes parents m'ont dit, bah écoute, chut, en gros on va rien dire parce que... c'est quelqu'un de Lille, vu qu'il était black, noir de peau, c'était forcément quelqu'un de Lille. Du coup, il y avait beaucoup de violence au niveau des blacks et des blancs. Il y avait des trucs horribles qui étaient en train de se passer à Saint-Martin. Ils tuaient les blancs. C'était un truc, il y avait un truc horrible. Donc ça tournait, on en entendait parler pas mal. Et du coup, mes parents avaient peur en fait. Donc du coup, le chute comme ça, c'était pour pas qu'on se crée des problèmes, parce qu'ils étaient venus en vacances et qu'ils ne voulaient pas de problème, en fait, en gros, quoi. Donc, bon, c'est une chose. Donc, après, l'énergie, quoi. Genre, l'énergie qui... La peur, c'est une chose, mais après, l'énergie, c'était un peu... bah ouais, mais tu l'as mérité, t'as été te faire masser comme ça en bikini sur la plage. Ah bah ouais, bah voilà, bah, chaque fois que je me suis fait violer, ah bah oui, la plupart du temps, j'étais en petite tenue, hein, bah ouais, bien sûr, bah oui,
Bah oui, donc en fait, ça excuse le viol. Bah oui, c'est tout à fait normal. Petite précision, mon deuxième viol, on va dire le premier, celui de mes 15 ans, si je parle pas de l'inceste, j'étais en jean. J'avais 15 ans et j'étais en jean. J'étais pas du tout en petite tenue sexy. Donc je pense que ça n'a rien à voir, la tenue dans laquelle on est, et le fait de se faire violer, quoi. Donc voilà, donc elle en est où la toxicité? C'est très compliqué pour quelqu'un d'autiste déjà de sentir les intentions des gens, et en plus, c'est-à-dire qu'elle était où, c'était quoi l'intention là de mes parents à ce moment-là? S'ils regardent la vidéo, ils me répondront certainement un petit message par la suite en commentant, comme ils peuvent le faire parfois après des musiques que je peux mettre ou aussi bien des vidéos. Je sais pas quelle était leur intention, mais le truc c'est que forcément après tout ça, ça a des conséquences sur le développement et la structure émotionnelle d'une personne, bien entendu. Parce que si vous êtes Asperger ou vous êtes pas, si vous l'êtes ou que vous ne l'êtes pas, c'est pas la question, mais ce que vous dire, c'est si vous répétez une réalité de toujours boire, vous faire violer, alors parce qu'on boit, on mérite de se faire violer. Est-ce que c'est ça que vous voulez me dire, les gens qui écoutent et qui ne sont pas d'accord avec le fait que finalement on boit, une fille qui boit une fille qui boit et qui s'est fait violer, c'est tout à fait normal. C'est normal et elle a ce qu'elle mérite, en fait. En gros, c'est ça, hein, le truc. Hein. Bah oui, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est ce que je pensais moi aussi, parce que comme c'est un truc sociétaire, et qu'en gros, tout le monde pense ça, et c'est clair que tout le monde pense ça, que si t'es en petite tenue, en short, et qu'en plus t'es bourré et inconsciente sur le trottoir, bah normal, quoi. C'est dans la réalité, c'est tu te fais violer, quoi. Bah non, désolé, quoi. Non, ça c'est une réalité dans laquelle vous êtes vous. Avec moi, je suis plus dans cette réalité-là, parce que déjà, je ne bois plus à être inconsciente, mais la réalité de quelqu'un qui est inconsciente et qui s'est fait violer, dans tout ça, le problème, il est où? Il vient de où le problème? Vous pouvez me dire de où il vient le problème? Non, parce qu'on a l'impression qu'il vient de la fille qui se fait violer. Alors qu'en fait, j'aurais plutôt tendance à dire, dans tous les cas, les deux, ils ont un problème entre celui qui viole la défoncée ou la inconsciente, ou celui qui viole l'autiste parce qu'elle n'a pas de crédit, elle a du mal à être crédule et à comprendre les intentions des autres. Dans tous les cas, enfin voilà, oui, les deux, ils ont un problème. Sauf qu'il y en a un qui n'est pas la victime, et l'autre, elle est plus victime en fait, parce que quand vous faites violer, vous êtes plus victime que celui qui vous viole. Mais dans tous les cas, ça c'est pareil, quand on arrive au truc de pardon et pardonner tout, parce que il n'y a que ça qui peut vous sauver, je vous garantis, hein, si je devais avoir la haine de tous les gars qui m'ont abusé, moi j'aurais pas fini, et je pourrais pas m'être soignée, c'est pas possible. Donc j'ai dû pardonner direct, pardonner tous les gens qui m'ont fait du mal, j'ai pas eu le choix, et c'est comme ça, parce que c'est le but aussi de la vie, d'amener la lumière et le pardon dans toute cette obscurité. Et donc du coup, l'autre là qui viole, vous pouvez être sûr déjà qu'il a été violé aussi quand il est petit, parce qu'il n'y a personne qui viole comme ça par l'opération de Saint-Esprit, par plaisir et par envie de violer, ça n'existe pas. Les gens reproduisent, ils font que reproduire, tout le monde reproduit, le mal il est reproduit toujours, donc les gens reproduisent une réalité qu'ils ont également suivie. Donc vous allez me dire, oui mais tu vas pas pardonner l'autre qui viole ma fille et qui l'a tuée, non. Ah bah oui, mais ça c'est pas pardonner, bah alors quoi, vous allez ronger toute votre vie de haine, en plus d'avoir perdu votre fille. Le mec qui fait ça, il est malade. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne, quoi. Que les gens qui font du mal et qui font du mal et des atrocités, ils sont malades, tout simplement. Mais mes parents, là, ils font pas de mal, ils font pas d'atrocités comme ça. Mais l'impact que ça a sur leur fille qui leur dit comme ça, bah le mec il m'a mis un doigt, et bah ils auraient très bien une réaction qui était un peu plus normale et protectrice. Bon, qu'on ait peur d'avoir des problèmes avec le mec qui a fait ça, c'est une chose, ok, mais de dire au moins, waouh, mais c'est pas vrai, attends, on va aller voir la police, puis au moins de se concerter en fait, attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu as envie d'aller voir la police, au moins de demander, tu as envie de porter plainte ou quelque chose, tu veux qu'on te soutienne et tout.
Ah, tu sais, tu crois que, regarde, si on va là dans cette démarche-là, franchement, ça va nous faire plein de problèmes là pour les 3 mois que nous on est là et tout, ta. Et en plus, on sait pas, peut-être que ce monsieur-là, il a des contacts, il peut être violent avec nous et tout. Ah, t'es sûr que t'as vraiment envie de faire ça, mais pas genre chute, non, allez, imposer en fait, imposer une non expression de quelque chose, parce qu'en fait ça aurait été là le truc, on aurait très bien pu aller les trois, mon père, ma mère, moi, et voir cet homme et dire non mais attends, c'est quoi ton délire, qu'est-ce qui t'arrive, attends, refais pas ça, parce que en fait en gros le fait qu'on ait fermé notre bouche, moi on me l'a imposé. Alors, j'étais jeune, hein, j'avais 25 ans, donc je suis encore, mes parents viennent me voir malgré que j'ai pris mon indépendance, je veux dire, on retourne vite dans les jupons de notre mère, donc d'un seul coup, mes parents viennent me voir comme ça, et mes parents qui me font chute comme ça, non, on dit rien, et ben à ce moment-là, moi j'écoute quoi, et du coup, à ce moment-là, on participe à que exactement la femme là, avec le boulanger, chute, et puis qu'après elle a violé d'autres enfants. Et du coup, là, ce monsieur-là, il l'a fait sur moi, j'avais 25 ans, mais si c'est une fille de 15 ans qui va se faire masser alors aux 16 ans, alors du coup, on fait quoi là quand c'est comme ça, il lui met le doigt, et alors parce que moi on n'a rien dit, du coup il continue son truc. C'est ça le problème. Donc elle est où la limite on protège les personnes pour chute comme ça, non, on veut pas d'histoire, et la toxicité que ça nous rend, que ça implique pour la personne qui est sujette à être témoin de la participation des gens à une complicité, à des actes qui sont pas normaux, tout simplement. Alors là, voilà, donc forcément après ça, on développe des troubles mentaux, parce que vous imaginez le truc quoi. J'ai eu déjà plein d'abus, et en plus, déjà que c'est normal, parce qu'avant j'en parlais pas des trucs comme ça, du viol et tout ça, ça m'a mis, déjà avant je savais même pas que j'avais été violée, donc forcément comment je vais parler d'un truc que je savais pas. Maintenant, tout ça sort à la lumière parce que je le travaille. Bah, c'est pas comme ça, le premier jour, je découvre que je suis violée et ça y est, je vais le dire à tout le monde. Bah non, c'est parce que j'ai lu des livres et que j'ai vu qu'il fallait mettre à la lumière tout, que maintenant j'arrive à en parler, parce que c'est tellement une mission que j'ai de montrer l'exemple qu'il faut en parler de tout ça, parce que si on parle pas de nos obscurités, on peut pas aller à la lumière, c'est pas possible. Mais du coup, elle est où la limite là de qu'est-ce que, dans notre atteinte à notre identité, et à notre capacité de pouvoir dire ça, non, je suis désolée, mais à ce moment-là, je n'accepte pas de fermer les yeux et de fermer ma bouche, quoi. Mais quand on vous l'impose comme ça, bah du coup, vous le faites, et forcément, après, si ça s'accumule, plus en plus, si vous prenez des drogues et tout ça, bah forcément, comme c'est le cas pour moi, du coup, j'ai pris plein de drogues et tout, donc du coup, il y a eu un moment là, il fallait plus me pousser les boutons du non-respect, parce que je partais au quart de tour dans des proportions disproportionnées par rapport au manque de respect qu'on m'avait fait part, en fait. Après, par la suite, sans parler de viol, de trucs comme ça, après, dès que je me sentais pas respectée, pour des petits trucs, même des fois, hein, vraiment, là, je partais dans des états de schizophrénie, je dédoublais la personnalité, et là, je devenais un monstre. Des autres exemples comme ça, au niveau de la toxicité, de l'emprise familiale, et c'est quoi la limite, parce que c'est compliqué pour nous de dire ma mère, mon père, parce que c'est nos parents, on devrait pas les juger, parce qu'on sait très bien qu'ils ont fait le mieux. Déjà on les pardonne parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les enseignements qu'on leur a donnés. Nous on doit leur pardonner, quoi. Je veux dire, on peut rien faire d'autre que leur pardonner, mais après pardonner c'est une chose, mais après les conséquences elles sont là. C'est-à-dire que par exemple moi quand je suis partie longtemps comme ça dans les Caraïbes, ma mère m'a jeté tous mes habits, pas tous mes habits, mais entre autres surtout des habits très importants pour moi et symboliques, les habits du viol de mes 15 ans, que j'aurais aimé moi pouvoir en faire quelque chose de symbolique, par exemple les brûler ou quelque chose comme ça par la suite, quand j'ai découvert que j'avais été violée.
10 ans plus tard, j'avais toujours ces habits-là et imaginez. Donc surtout qu'en plus j'ai vu que dans les Asperger, on était très attachés à ça justement. Nous, un habit, et bah oui, en plus un habit du jour du viol, je peux vous dire que c'est hyper symbolique. Et elle m'a jeté plein d'habits, des trucs, parce elle devait être frustrée que je rentre pas depuis 5 ans et je sais pas c'était quoi son excuse, pourquoi. Et en fait, la limite de ça, de se sentir voler son identité et son respect en fait des choses qui nous appartiennent et de ne pas avoir en retour vraiment quelque chose qui sort du cœur et quelqu'un qui vous dit je suis désolée, ouais c'est clair j'ai pété un câble, je sais pas ce qui m'a pris, et non c'était toujours ah oui mais c'est pas grave, c'est que des habits quoi, c'est que des habits. Cette diminution comme ça de l'importance des choses et en même temps c'est très bien parce que ça a fait partie pour moi de mon travail dans le détachement du matériel, mais c'était symbolique quand même, ces habits-là. Donc bon, c'est ça le truc, c'est la limite de dire telle personne elle est toxique pour vous, telle personne. Alors ça me fait penser quand j'étais au Maroc, il y avait une fille que son mec il avait pété un câble sur elle, il lui avait coupé les cheveux et c'était des rastas qu'elle avait. Alors oh oui, c'est pas grave, c'est que des rastas, ça repousse. C'est pareil à ce moment-là, oui, c'est que des fringues, ça se rachète. Vous voyez ce que je veux dire? La limite, elle est où la limite pour pouvoir dire cette personne-là, elle est toxique parce que du coup, cette fille qui était avec ce garçon qui pétait des câbles, c'était un pervers narcissique, clairement, et elle était, je sais pas si elle était autiste ou pas ou quoi, mais elle était victime des abus psychologiques et même maltraitance tout de ce garçon qui avait été jusqu'à carrément lui couper les cheveux, les rastas, et du coup, bon, je dévie un peu sur plein d'exemples, mais c'est ça, la toxicité, parce que du coup, quand les parents disent à une petite fille, chut, on dira rien, parce qu'il y a le boulanger, on veut qu'il continue de nous livrer la baguette, c'est quoi alors ça? Du coup, c'est de la toxicité, et puis c'est quoi? C'est de la complicité, à la limite, c'est même de l'inceste, on pourrait parler presque de ça, parce qu'en fait, du coup, les parents sont complices du viol de leur enfant, en fait. Alors du coup, ça s'appelle comment? Il n'y a pas de terme qui a encore été inventé là pour ce truc-là de la complicité des parents à voir les choses et à fermer la bouche et les yeux. Alors, parce qu'il y en a plein des trucs que les parents voient et qui sont pas compétents, parce que soit c'est quelque chose que eux-mêmes ils ont subi quand ils étaient plus petits, donc en fait ils sont en train de revoir une réalité dans laquelle ils ont tellement été que pour eux c'est comme normal, donc ils sont incompétents pour pouvoir réagir, incapables, incompétents, et parce que c'est pas dans leur compétence quoi en fait, c'est pas dans leur compétence, dans leur possibilité, dans leur capacité, dans leur comment on va dire, ouais, ils arrivent pas à réagir quoi, ils réagissent pas. Mais du coup, on appelle ça comment? Parce que quand on parle d'un frère qui viole une sœur ou d'un père qui viole une sœur, là on parle d'inceste, mais quand on parle d'un frère ou de parents ou même d'amis ou même de parents qui cautionnent le chute, on dit rien parce que c'est le boulanger ou parce que c'est ceci, cela, ça s'appelle comment ça? Il y a quelqu'un qui connaît le terme? Si vous le connaissez, vous me dites le nom dans le commentaire. Parce que moi, je ne sais pas le nom qu'on peut lui mettre à ça. Je n'ai pas fait de recherche. D'ailleurs, je vais les faire après, là, les recherches là-dessus. Et si j'arrive à trouver un terme, je le mettrai. Donc voilà, donc du coup, forcément qu'après, on finit en psychiatrie à se suicider avec un mari et 3 enfants. Forcément qu'après, on finit avec à étrangler le bébé, à vouloir le noyer. Et forcément qu'après, quand on a fait la guerre et que on finit à couper la tête et couper le cœur parce qu'on dédouble les personnalités, on a des réalités qui sont finalement des éducations et des réalités quoi, parce que le truc c'est que les neurosciences elles nous expliquent ça, c'est qu'avant en fait, quand on est tout petit, notre cerveau c'est comme un programme ordinateur, il faut lui mettre c'est un programme qu'il faut c'est un programme qu'il faut c'est un software comme on dit, c'est un programme qu'il faut programmer en fait tout simplement, et ces programmations l'ordinateur, quand c'est des ingénieurs, ils vont lui mettre touche entrée, ça veut dire ça, la touche flèche, c'est ça, machin, ils font plein de trucs pour que chaque touche et chaque des programmes, quoi, ils créent des programmes, des ingénieurs, les applications téléphone, tout ça c'est créé par des ingénieurs, des programmateurs, des ingénieurs, je ne sais pas comment vous appelez, c'est pareil, ce qu'on vous met dans la tête, parce que quand vous arrivez, vous êtes un bébé, vous êtes vierge.
toutes les croyances, les idées et les réalités de chacun, c'est ce qui forme votre programme et c'est ce qui va dans le subconscient. Et sachant que on est toute la journée sous l'emprise de notre subconscient. Notre subconscient, il travaille pour nous à 95% de la journée. Vous imaginez le truc. Et ce subconscient, il est fait de tout ça là, des anecdotes que je vous ai racontées, d'une accumulation de ce chute, on ne peut pas le dire, ou de que tu vois rien, ou de que ceci, l'éducation, ou d'entendre tu vois rien, tu comprends pas, tu sais pas. Enfin, donc on devient déjà quelqu'un qu'on n'est pas, ça c'est clair et net, parce qu'on est bien plus intelligent que ce qu'on croit qu'on est, parce que la plupart du temps on nous a tellement écrasés de tous les côtés, entre les profs, l'éducation en général quand même, il y a très peu de gens qui reçoivent des éducations sans humiliation psychologique, quoi. L'humiliation psychologique, elle est quand même très 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 courante. Et forcément, ça a un impact sur nous, quoi. Quand on est adulte, après, c'est normal. C'est des défenses qu'on crée quand on est enfant pour se protéger, tout simplement. Alors, la protection qu'on se met sur nous-mêmes pour se protéger de ce monde d'adultes qui ferme les yeux sur tout, quoi. En gros, c'est ça, quoi, qui ferme les yeux sur tout et qui nous fait croire que les choses devraient être d'une manière, alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça devrait se passer, tout ça, quoi. Je referai d'autres vidéos parce que là, je vois que une heure va être passée. Sur plein d'autres thèmes comme ça, mais en gros, voilà, c'est ça, c'était ça le thème de la vidéo d'aujourd'hui, la limite elle est où la limite de comment savoir si une personne est toxique ou pas, et est-ce que, à quel point on peut dire, bon bah là, à ce moment-là, cette personne, elle m'est vraiment néfaste et toxique, il vaut mieux que je ne la vois plus, en fait. Quelle est la limite et quelle est pour nous notre... parce que tout ça, c'est un ressenti, finalement. C'est ce qu'elle disait, April, dans Les Yeux d'April, la chaîne Les Yeux d'April, qui est une femme autiste, prof, et elle disait ça une fois dans le ressenti des autistes. Le ressenti, c'est le ressenti, quoi. C'est-à-dire que si vous ressentez quelque chose et qu'après, il y a la personne qui est toxique, vous ressentez que cette personne est toxique, ça vous fait souffrir, vous avez souffert de ce qu'une personne vous aurait dit, et vous sentez que c'est ça. S'il y a une souffrance, c'est que cette personne... Après, voilà, tout dépend aussi de quel niveau de sensibilité vous avez, mais si vous ressentez qu'une personne est toxique pour vous, de quelle manière cette personne après peut vous dire « Oui, mais non, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête, tu te trompes, c'est dans ta tête. » Alors du coup, si vous êtes influençable, vous le croyez, et puis en fait, vous minimisez la toxicité de ces personnes-là et vous restez dans cet environnement-là, parce que finalement, les amis qui sont toxiques, il y en a plein. Des amis qui peuvent vous rabaisser, des personnes qui sont jaloux de votre réussite et qui par des petites phrases comme ça, qui lancent des petites piques et on se rabaisse un peu tout le temps les uns les autres, en fait. Pas tout le temps, mais ça dépend, en fait, ça dépend. Mais c'est très facile d'avoir un ami toxique et d'avoir une famille toxique, et c'est très facile. Mais du coup, c'est important de vraiment il y a un moment de regarder tout ça et d'analyser tout et de voir si c'est vraiment un ressenti du fait qu'on soit hypersensible et qu'on prend tout, en fait, à la moindre, qu'on est hyper susceptible, en fait, et qu'on supporte rien et que le moindre truc nous fait souffrir, ou s'il y a vraiment une toxicité derrière, quoi, comme le truc avec mes parents de chute, on dit rien, ou comme la dame avec le boulanger, chute, on dit rien. Ça, si c'est pas de la toxicité, alors je sais pas ce que c'est, en fait, hein. Y a un côté aussi derrière un peu pervers, mais tout ça, voilà, les parents, quand ils font ça, je pense qu'ils se rendent pas compte, et ils sont pas capables, en fait, de réagir. Mais du coup, quel que soit, nous, de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'on est là pour pardonner, parce que la plupart de cette éducation, de cette mauvaise éducation, entre guillemets, qui n'a pas su nous donner des structures émotionnelles et des fondements de base sur vraiment, finalement, les valeurs de c'est quoi vraiment l'amour et la protection, vraiment, là, du coup, au final, c'est à nous, après, de les acquérir de nouveau, parce qu'on est complètement déstructuré, et puis après on fait que reproduire comme ça. Là aujourd'hui, je voyais
un monsieur qui forçait son enfant enfin c'était le grand-père, il forçait, donc il y a le grand-père, la grand-mère, la fille et son petit-fils, enfin et son petit garçon. Donc le grand-père, en fait c'était la fille avec ses parents et la fille elle avait fait un enfant. Et donc voilà, donc il y avait toute la fratrie comme ça. Et le grand-père qui forçait le petit garçon à faire quelque chose que le petit garçon il avait peur en fait. Et il l'a forcé, il l'a carrément poussé. C'est un traumatisme en fait, c'est ça qui est horrible. J'avais envie d'intervenir mais je ne suis pas intervenue. Et la fille de ce monsieur-là, elle autorise que son père, le grand-père du petit garçon, elle fasse ça à son petit garçon, quoi. Bah, certainement parce qu'elle a aussi subi ça par son père qui a dû aussi la forcer à faire des trucs. Puis comme maintenant elle est adulte plus ou moins et qu'elle se dit bon bah finalement c'est inconscient tout ça. Si je suis là c'est que j'ai reçu une bonne éducation donc je laisse faire mon père. S'il fait ça bah, c'est que ça doit être bien parce que même après elle lui disait un papa comme ça et tout ça. Elle lui demandait conseil et tout, et alors que le petit garçon, après, il avait trop peur du grand-père, quoi. Il osait même il le poussait, il faisait des crises. Et bah forcément, donc on est éduqué de manière que c'est forcément après qu'on fait des crises et alors ils disent qu'on est autiste à partir de 3 ans, jusque 3 ans ça se détecte qu'on est autiste, ou ça peut se détecter peut-être à partir entre 0 et 3 ans. Moi des fois je me demande si vraiment l'accumulation de plein de trucs dans notre vie ça pourrait pas faire qu'on développe des troubles autistiques quand même, hein. C'est à étudier tout ça parce que de toute façon ils sont en train de l'étudier, hein. D'ailleurs aussi même la toxic food, la nourriture industrielle et tout ça avec tous les additifs et tout ça, ils disent que ça favorise les troubles autistiques. Donc si ça favorise les troubles autistiques, ça met en évidence l'hypothèse que peut-être les troubles autistiques se développent. S'ils se développent, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient déjà là avant, mais que d'une certaine manière on avait réussi à les camoufler, selon le terme qui employait beaucoup dans le monde autistique, ou est-ce qu'on ne les avait pas du tout, et le fait d'avoir accumulé justement des gens qui nous forcent à faire des trucs qu'on n'aime pas, et que du coup on se suradapte à cette société-là, et puis avec les chutes, c'est normal, allez on dit rien, et tu te fais violer, c'est pas grave, tiens prends-toi un doigt et ceci, cela, oui c'est normal, tiens fais-toi violer, t'es bourré, t'es en short, c'est normal. Le chute de la société, mais c'est normal, elle se fait violer, bah oui mais c'est normal, ils sont polygames là-bas, c'est normal, de violer là-bas, c'est normal, c'est normal à des trucs qui sont pas normaux, entre guillemets. Du coup forcément on répète du mal, comme ça, de la gangrène de mal. Voilà, donc je pense que là, plus ou moins, j'ai à peu près, excusez-moi pour l'heure qui est passée, mais c'est pas grave, de toute façon les gens qui écoutent, c'est qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout et ça les intéresse. Je parle vraiment dans le livre, là, chaque fois je le dirai, mais dans le livre que j'ai écrit, il y a vraiment plein de thèmes très très intéressants et qui parlent de tout ça, les abus, l'humiliation, le syndrome de l'imposteur, le syndrome de Stockholm, la dissociation, la résilience, enfin plein de thèmes abordés et cités entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas moi qui parle, là je reprends que les paroles de grandes personnes qui sont là pour nous soigner et nous aider à aller mieux dans un chemin de guérison. Et pour ma part, c'est la méditation et le yoga qui ont participé à un changement total de réalité, et bien entendu avant ça par le pouvoir de la pensée à me dire que je méritais mieux que la réalité dans laquelle j'étais. Voilà, donc sur cette belle parole de changement de réalité qui est possible, puisque Nelson Mandela l'a dit, on croit toujours que c'est impossible jusqu'à ce qu'on l'ait fait. Eh bien je vais vous laisser, puis je vais vous dire à demain, parce que je referai une vidéo demain sur, du coup je pense que là j'ai vraiment clôturé tout ce qui est, de toute façon ça sera pas possible que je redise jamais les mots, chaque fois je dis que je clôture, mais je clôture pas parce que finalement l'évolution elle fait partie de cette obscurité là, donc la lumière elle est dans l'obscurité en fait. C'est tellement beau. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'obscurité puisque l'obscurité c'est la lumière. C'est ça qui est merveilleux, ça c'est le chemin spirituel qui nous l'apprend et il n'y a que vraiment en l'expérimentant que vous pourrez vous en rendre compte, quoi. Après on ne voit même plus l'obscurité. Il faut attendre que ça soit la fin du tunnel pour voir la lumière, parce que comme on le dit, on est en dépression, genre mon Dieu c'est la fin du tunnel, et puis après la lumière arrive. Une fois que vous êtes dans l'obscurité, vous voyez déjà la lumière en fait, ça fait partie de, c'est un tout quoi, c'est le yin et le yang, le noir dans le blanc dans le noir quoi, voilà, donc c'est ça,
ça, c'est voir la lumière dans l'obscurité et ne pas attendre que l'obscurité se finisse pour pouvoir voir la lumière. Voilà, là c'était la fin de la super phrase qui tue tout pour la fin. Voilà, enfin en tout cas c'est des belles paroles, ça fait genre tac tac, mais n'empêche que ouais, c'est si vous, mais ça faut le pratiquer, hein, il y a pas, c'est pas genre je fais un mois de méditation puis ça y est je me mets à pardonner tout le monde, bah non, c'est un chemin, enfin de toute façon l'éveil spirituel c'est un chemin, c'est pas genre je claque des doigts, il y en a qui s'éveillent plus facilement que d'autres, il y en a qui ont plus de nettoyage à faire, comme moi j'avais quand même pas mal de trucs à nettoyer là de tous les côtés de mon passé et tout ça, donc forcément bah après c'est plus long quoi le truc, mais bon j'y suis arrivée quand même hein, à cette lumière là qui est là pour que j'arrive à voir la lumière même dans les pires atrocités, c'est que vraiment bah, je crois qu'il y a un moment mais ça marche quoi, de toute façon c'est des méditations de compassion, de pardon, de bienveillance et tout ça, et c'est ça qui nous amène, et c'est ça qui sauvera l'humanité. De toute façon on ne peut pas rester avec la haine qu'on a pour ceux qui nous ont fait du mal, donc après on peut aimer les gens tels qu'ils sont, mais après on peut aussi décider de s'éloigner de ces personnes-là pour nous protéger nous-mêmes, quoi, parce qu'il y a un moment, c'est ça qui était important, de savoir reconnaître qu'est-ce qui est bon pour nous, quoi. Ça c'est important, c'est vraiment important, c'est ça le plus important, et je peux vous garantir que la méditation et le yoga, ça c'est pas toxique, c'est votre meilleur ami, parce que du coup finalement vous apprenez à récupérer tout ce que vous avez perdu au cours de ces années d'accumulation d'auto-sabotage, de rabaissement d'estime, d'humiliation qui viennent de notre propre être à nous-mêmes, le fait d'avoir par exemple autant été violé, du coup on s'abaisse, on se rabaisse, puis après tous les autres à côté de l'extérieur qui nous rabaissent et tout ça, donc du coup on a perdu notre estime, notre respect, notre amour propre, ça s'appelle, et ça c'est notre aussi la joie de vivre, parce que du coup quand on est broyé de tous les côtés, qu'on a fait des guerres et des machins, ou qu'on a été violé de tous les côtés, enfin forcément on est broyé, qu'on fait des dépressions, qu'on développe des troubles schizophrènes, on fait des crises, on est broyé, la vie nous broie, mais la vie nous broie pour faire une poudre, une poussière lumineuse, quoi, c'est clair quoi, cette poussière, elle brille en fait, elle brille c'est de la poussière finalement. La poussière, si vous la mettez sur le sol, elle donnera forcément une petite pâquerette qui sortira, ou une petite herbe, même si certains diront que c'est des mauvaises herbes. Ça serait quoi les prairies sans les mauvaises herbes? Voilà. Allez, deuxième tentative de fin. J'adore pouvoir philosopher. Alors le truc c'est que je suis moi normalement en mode silence, je parle plus. Alors, vous allez me dire, dis donc elle parle plus, mais elle fait des vidéos d'1h10. Bah ouais, c'est ça le truc. Comme je parle pas, alors je ferai une vidéo spéciale sur le silence et le mutisme, parce que du coup c'est très, une fois qu'on l'expérimente, le silence, c'est vraiment ambigu avec le mutisme de l'autisme, lorsqu'on se met en mode mutique et qu'on ne parle plus parce qu'il y a quelqu'un qui nous a piqué ou quelque chose en crise, quoi, et qu'on ne parlait plus. Voilà, enfin je ferai des vidéos plus tard sur ça. Mais donc voilà, donc normalement moi je ne parlais pas, mais j'adore pouvoir quand même, c'est mes seuls sujets que je casse le silence pour documenter les gens, les informer et philosopher avec moi-même et avec vous, ceux qui écouteront. Voilà, donc je pense que les petites phrases que j'ai dit là, elles étaient jolies, et c'était quoi que j'ai dit déjà? J'ai dit, ah oui, qu'est-ce que serait une prairie s'il n'y avait pas de mauvaises herbes? Voilà, allez, je vous dis à demain, prenez soin de vous, salut!